Donc, bonjour à tous. Vous êtes bien sur le webinaire de Industrie.org. Donc, c'est le premier réseau social des industriels. Industrie a été créé pour vous permettre d'échanger et de networker directement sur les sujets du quotidien et de transformation vers l'industrie du futur. Donc, vous trouverez sur la plateforme Industrie.org vos pairs, des actualités sur les sujets de l'industrie 4.0, des formations gratuites et surtout des webinaires avec des grands patrons de l'industrie comme ce jour. Donc, moi, je suis Jean-Philippe Lorenker. Je suis en charge avec Ashok de cette belle communauté. Je fais un amical coucou à Charles Bouygues qui jusqu'à présent animait ces webinaires, mais qui a décidé de retourner faire des choses plus sérieuses dans l'industrie. Et je vais essayer de faire aussi bien que lui, évidemment. Et pour mes débuts, j'ai la chance de recevoir pour notre 8e webinaire Vincent Jonot, donc qui est à la fois VP de Siemens France et également président de la division Startup Industrie du Gimelec, donc une double casquette. Et il a gentiment accepté de partager avec nous sa vision de la Smart Factory, l'industrie du futur, et puis surtout certaines de ses expériences, parce que c'est ça qui nous intéresse plus particulièrement. Donc, bonjour Vincent. Bonjour. Comment vas-tu? Super bien. Bon, bah, c'est formidable. Alors aujourd'hui, ça va secouer parce que lors de la préparation qu'on a fait mardi dernier, moi, j'ai découvert quelqu'un qui était absolument passionné par ce qu'il fait, passionné par les industriels et par l'industrie et par l'évolution de l'industrie. Donc, évidemment, je tiens à te remercier du temps que tu nous accordes et d'échanger avec les membres de la communauté. On est vraiment très honorés d'avoir une personne de ton expérience sur des sujets aussi pointus avec nous. Et ce par quoi j'aimerais commencer, c'est que tu nous parles un peu de toi et d'où tu viens, où tu vas, je ne sais pas encore, mais tout ce que tu as fait, des petites anecdotes un peu sympas que tu as eues au cours de ta carrière. Écoute, je n'ai pas toujours fait une boîte allemande. J'ai démarré par une boîte américaine. Donc, effectivement, quand j'ai démarré dans une boîte américaine aux US en tant que software leader. Donc, déjà, effectivement, le software était un thème qui me passionnait. J'ai passé plusieurs années du côté de Bedford, de la mini Silicon Valley au nord de Boston. C'était assez sympa. Et puis, derrière, effectivement, après, j'ai basculé chez Siemens, un peu au headquarter. Chez nous, c'est un passage obligé. Et puis, depuis pas mal d'années maintenant, depuis plus de 20 ans, en train de travailler pour l'industrie française. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es chez Siemens maintenant? Ça fait 25 ans à peu près. Ah oui, donc tu es un Siemens boy bien picousé. Ouais, mais avec pas mal de mouvements au sein de Siemens, la boîte est grande. Ouais, c'est sûr. Et tu me disais donc que tu as travaillé beaucoup pour l'industrie française et là donc on évoque un peu le Gimelec. Qu'est-ce que tu fais de beau au sein du Gimelec? Alors le Gimelec, c'était à l'époque, quand j'ai pris la présidence il y a 15 ans, c'était le syndicat du 3.0. Et en fait, on a essayé de devenir le syndicat du 4.0 et de rester vraiment des experts de l'industrie et d'amener tous les produits, software et solutions qui permettent aux industriels de développer leur productivité, leur rentabilité, leur efficacité, leur flexibilité. Donc, on a amené beaucoup de startups qui sont des experts de la donnée. On a racheté le syndicat de la cybersécurité européen. On a amené des intégrateurs logiciels, des intégrateurs 4.0 qui sont entre l'IT et l'OT. On a ramené des opérateurs 5G comme Orange, Bouygues, puisque la 5G va être un challenge très intéressant dans la flexibilité d'une usine demain. Et donc, on a travaillé depuis 10 ans maintenant à un thème qui nous est cher, c'est la chute de l'industrie n'est pas une fatalité. Et effectivement, sur les 15, on n'oublie pas quand Thierry Breton était ministre de l'Industrie que l'industrie représentait 18% du PIB en France. Un peu derrière les Allemands, mais c'était pas loin, quoi. C'était pas la moitié, quoi. Et on est descendu à 12%, et si on descend en dessous des 10%, on va être comparé à la Grèce, qui, elle, peut compenser par le tourisme, peut-être, on va dire. Franchement, c'est compliqué pour le tourisme. Oui, ça a été compliqué ces dernières années.
Et effectivement, on s'est dit, plutôt que de critiquer, plutôt que de se plaindre, on va essayer de se prendre en main et d'amener des propositions. Donc, à l'époque du gouvernement Hollande, on a eu un plan 34 qui était sur l'industrie du futur. Ouais. Et nous, au Gimelec, on a lancé une étude avec le cabinet Roland Berger sur comment réindustrialiser la France. Et derrière, on a essayé de dérouler, on va dire, une dizaine de mesures clés qu'on a proposées aux institutions, au gouvernement, au pouvoir public, mais pas simplement une étude comme il y en a des dizaines, mais quelque chose de pratico-pratique sur lequel on souhaitait s'impliquer pour déployer. Des choses simples, déjà baisser les taxes de production, c'est gentil, mais quand on voit qu'on paye 70 milliards en France de taxes de production alors qu'en Allemagne on paye 12 milliards, il y a un vrai souci, c'est-à-dire que globalement un produit qu'on fabrique en France est plus taxé qu'un produit qu'on importe de Chine. Ouais. C'est totalement aberrant. Donc si Tu penses à quelle taxe? Parce que alors moi, je suis un vieux de la vieille. Hein, je suis de l'époque où la taxe professionnelle existait encore, mais ça a sauté. Qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui comme taxe de production qui là, si je pénalise? rentre dans le détail, ça va être assez Non, mais, compliqué. non, mais tu as un Globalement, exemple peut-être? c'est des taxes qui sont essentiellement traitées en région. Euh, Ah, d'accord. et effectivement, ce qui a été très intéressant, c'est que d'abord, on a mis en place le suramortissement il y a quelques années, Ouais. parce que effectivement, quand un industriel veut se moderniser, et c'est ce qu'on avait mis en avant à l'époque, c'est que notre industrie avait des machines qui avaient une moyenne d'âge de 20 ans. Mm. Comment peut-on être compétitif avec des machines qui ont une moyenne d'âge de 20 ans? Dans ces cas-là, effectivement, on se retrouve en compétition avec des pays du tiers-monde qui, en plus, ont une main-d'œuvre Pas cher. Ouais. à bas coût. Mm. Donc, il faut déjà moderniser l'outil de production, moderniser les machines. La clé, l'industriel, il achète avant tout des machines dans ses lignes de production, machines, robots, etc. Et il faut amener la couche après digitale pour se projeter. Donc, ce qu'on a essayé de faire, effectivement, c'est d'essayer de créer un cercle vertueux qui part du consommateur, le consommateur qui veut des produits de plus en plus personnalisés, des marques qui veulent aussi produire éthique avec un bon bilan carbone, donc local également et Ouais. flexible. Et donc, ce qu'on essaie, c'est de dire, messieurs les usines, il va falloir y aller, donc moderniser vos machines, entrer de la donnée. Mais ça ne va pas se faire en claquant des doigts, sinon ça se serait fait depuis longtemps. Si on reprend les chiffres, on fermait environ 300-400 sites par an en France en 2009. Hein. Ouais. Et là, quel bonheur, en 2021, on a créé 120 Greenfield. Et surtout, on a doublé les investissements dans l'industrie. On atteint Ouais. presque les 100 milliards. Ça veut dire que les industriels déjà en place modernisent leurs installations, investissent dans leurs installations. Et ça, c'est quelque chose de super. Ça permet de répondre, bien sûr, aux besoins des marques, ce nouveau besoin des marques de personnalisation, de produire local, de produire éthique. Et ce qu'on leur propose, c'est trois choses. La première, c'est baisse des taxes de production. On est quand même passé de 70 milliards à 56 milliards. Il y a encore un travail à faire, Encore un mais peu, ouais. on verra avec le nouveau gouvernement. En tout cas, on continue à insister sur cette thématique des taxes de production qui est majeure. Deuxième point, on leur dit, écoutez, vous avez un existant qui est en place, il faut le pérenniser, on ne va pas tout mettre à la poubelle. L'outil de production, il est beau, il faut simplement le rendre plus performant, plus productif. Et ça, la data, c'est un élément majeur dans un site de production. Donc, amener de la capture de données, de la connectivité, de l'OT, de l'IT, et puis derrière, maîtriser votre production, ayez une vraie vue de ce que vous produisez, comment vous le produisez. Par moment, certains sites de production, je ne parle pas des gros industriels, mais certains industriels ont de la saisie manuelle pour savoir ce qui se passe poste par poste, machine par machine. Ouais. Plus ou moins exact d'ailleurs, la saisie manuelle. Hein, Quand on y pense et quand on écrit bien, ouais. ouais. Et derrière, effectivement, il y a l'ordonnancement de la production, il y a la partie MES, il y a la partie qualité produit, il y a la partie maintenance prédictive. Tout ça, c'est ce que la donnée apporte Ouais. avec une utilisation simple au départ, puis de l'intelligence artificielle. Donc, baisse des taxes de production, on amène un peu de data.
Et ce qu'on est en train de ce qu'on a regardé, c'est comment amener cette data de manière simple et pas chère. Parce qu'effectivement, si on aborde un industriel, on leur dit, bon, on va démarrer par le cloud, on va mettre de l'IA, il y en a pour 3 millions, et c'est une boîte noire, vous ne pourrez pas y toucher, on est mal Ouais. parti. Ça, c'est mal parti, je suis d'accord. Mais ça, on l'a vécu, quoi. C'est du, c'est du vécu. J'ai Non, l'impression que tu as des noms en tête, là. je ne les citerai pas. Euh, et d'autre part, on ne peut pas tout faire, je vais dire même à Siemens. Ouais. À un moment donné, on a besoin d'un écosystème, on a besoin d'experts. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire dans cette démarche de réindustrialisation de la France, et donc déjà de traitement de la donnée au niveau de l'industriel, ça, c'est quelque chose que nous, on sait bien faire au niveau de l'OT. Au niveau de l'automate, on a un vrai savoir-faire. Donc, pour nous connecter, c'est simple. C'est presque du click and connect sur du réseau OT. Quel que soit le type d'automate, c'est des systèmes ouverts. À un moment donné, on a parfait les erreurs de l'IT. On démarre directement sur des systèmes ouverts. On Ouais. connecte facilement. Et puis, effectivement, on s'entoure d'un écosystème de startups qui ont des vrais savoir-faire pour développer, avec des outils low-code, hein, super simples à maîtriser, pour développer des applications simples au départ, mais qui amènent des gains de productivité, qui amènent de la rentabilité à l'industriel. Et puis, cette rentabilité, grâce aux taxes de production aussi qui baissent, ça va lui permettre de réinvestir dans des machines récentes, des machines neuves. Ça, c'est la clé. Robots, cobots, machines, fabrication additive, machine-outil. Et ça, c'est une des clés. Et ce qu'on souhaite, c'est que quand on investit dans une machine neuve, cette machine neuve, euh, l'industriel l'achète en France. Ouais. Euh, et on va rentrer dans un cercle vertueux. Et l'objectif qu'on a avec le GIMELEC, l'Alliance pour l'industrie du futur, c'est de développer une offre française, d'aider l'offre française de constructeurs de machines à se développer. Déjà en répondant à l'offre du marché français, et puis après en se développant à l'export, parce qu'un bon OEM, c'est un OEM qui exporte à 70%. Ouais. Et ça, c'est top parce que aujourd'hui, ce qui a fortement contribué à l'expansion du Mittelstand alors évidemment une organisation, enfin de l'Allemagne et de l'industrie allemande, c'est certes une organisation avec le Mittelstand et des ETI très très fortes. C'est le fait que beaucoup de valeur ajoutée a été apportée par la fabrication de machines, des voitures évidemment. Euh, euh, et aujourd'hui en France, est-ce qu'on a complètement perdu ce savoir-faire? Est-ce que on n'est pas très loin il nous faudrait pas grand-chose pour le retrouver? Comment tu sens Moi, j'ai visité une société qui s'appelle ECM Technologies, qui fabrique des fours et qui battent régulièrement les Allemands sur leur terrain. Ils sont très très forts. Ils sont du côté de Grenoble. Ils sont French Fab à fond. Enfin, on les adore. Le renouveau de la machine outil française, comment il pourrait arriver? Alors, de la machine-outil, je parlais déjà de la machine de production. On part de Ouais. moins loin, parce qu'effectivement, la machine-outil en France a vraiment souffert. Mais la Hum. machine de production, les fours, tout ce qu'on retrouve dans une ligne de production, il y a des choses intéressantes à faire, mais sur la machine-outil également, il y a des choses à faire. Alors, il faut revenir toujours à l'existant et aux chiffres, c'est intéressant. L'Allemagne, c'est 136 milliards de valeur ajoutée, cette filière machine. C'est la première filière allemande devant toutes les autres, devant l'automobile y compris, hein. En France, comme tu l'évoquais, il ne faut pas désespérer. Euh, c'est vrai qu'avec l'après-guerre, on a peut-être moins accompagné nos industriels, contrairement aux Allemands. Derrière, les boîtes familiales, le Mittelstand dont tu parlais, a su se développer. Eh bien, en France, les boîtes de taille moyenne et en particulier les OM ont souffert. Et c'est pourtant vraiment ça, l'offre française, qui va permettre aux industriels de redémarrer. Et si on prend une usine, c'est quand même dommage de la moderniser et d'aller acheter des machines en Ouais. Chine, en Asie, aux US, en Italie ou en Allemagne. Enfin, moi, je Ouais, suis là mais pour développer je le me fais business l'avocat du français. diable. Je me fais l'avocat du diable. Ouais, mais ça peut être tellement moins cher. Ça se trouve, c'est moins cher. Donc pourquoi on a un budget à la fin? Est-ce que c'est vraiment moins cher d'abord? Alors déjà,
au niveau de nos constructeurs de machines, la grosse différence avec les Allemands, c'est qu'on a des petits constructeurs de machines, des moyens constructeurs de machines. Il manque les très gros, on va dire. Ouais. Et ça, c'est le premier point. Donc, chez nous, 136 milliards valeur ajoutée en Allemagne, en France, 36 milliards. 4000 constructeurs de machines, donc il y a de quoi faire. Donc ça, comme on a su au niveau France sanctuariser les startups, les aider, mettre un écosystème de développement des startups, eh bien, il faut le faire sur ces constructeurs de machines. Et la BPI, comme d'habitude, est fabuleuse. Nicolas et ses équipes sont incroyables, avec Guillaume Mortelier. Ils ont mis en place un incubateur pour la filière SIF, Solutions Industrie du Futur. Cette filière, c'est celle que nous, Gimelec, via l'Alliance pour l'Industrie du Futur, nous avons milité à créer pour aider ces constructeurs de machines à se développer, à développer une offre qui va répondre aux besoins des industriels français qui ont besoin de se moderniser. Et effectivement, après, qu'est-ce qui va inciter un industriel à acheter une machine française plutôt qu'une machine allemande ou chinoise ou américaine? Il faut être au prix, mais derrière, surtout, la technologie. Et si effectivement, les machines fraises on peut très facilement faire une bascule d'une machine 3.0 à une machine 4.0 en quick win, et ça, c'est quelque chose qui se peut se faire très vite, pas cher. D'un seul coup, on donne une vraie valeur ajoutée. Puis l'industriel va acheter une machine 4.0, une deuxième machine 4.0. Petit à petit, il va avoir sa ligne en machine 4.0, donc une ligne 4.0 en jumeaux numériques et aussi en virtual commissioning, c'est-à-dire le paramétrage des automates et de tout ce qui est connecté à l'outil, un hyperviseur data, et d'un seul coup, en 3, 4, 5 ans, on aura un brownfield qu'on aura modernisé, qui sera devenu un brownfield 4.0, avec la flexibilité, la productivité, la rentabilité nécessaires. Alors, on va revenir sur les aspects transformation, parce que c'est vrai que Siemens, pour le coup, a un point de vue assez unique. Vous êtes à la fois fournisseur de 4.0, mais vous avez vous-même des usines et vous devez vous-même vous transformer en 4.0. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Comment dire? Excuse-moi, il fait un trou. Quand on a échangé, tu me parles de brownfield, tu me parles de transformation, tu me parles de supervision data, tu me parles de tout ça. Moi, ce que je constate sur le terrain aujourd'hui, c'est quand je vois un industriel, que je lui parle management de la donnée, management de la data, tout ça, il me dit non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est acheter des machines. La donnée, c'est bien votre bidule, mais à quoi ça va me servir? Si tu avais deux, trois points qui, à tes yeux, sont critiques pour le convaincre que la valeur, elle va aussi beaucoup désormais être dans la donnée et pas uniquement dans la machine et dans l'automatisation. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Déjà, la valeur, elle est dans les deux, mais effectivement, augmenter sa rentabilité et sa productivité pour pas cher et faire ce premier petit pas dans le digital, c'est la donnée qui va le permettre, je pense. Et c'est ça qui est moins cher. C'est-à-dire qu'une machine, c'est tout de suite, allez, 100, 200, 500 000, 1 million d'euros. C'est un gros investissement. Donc, quand on fait cet investissement, il faut le faire avec des données concrètes. Voire, il faut faire vivre le plus longtemps possible et moderniser les machines en place. Effectivement, on a abordé les gros industriels qui sont nos clients par des logiques cloud, avec l'écosystème, la capture de données. Mais on s'est aperçu que cette approche sur l'ensemble des industriels n'était pas forcément la bonne approche. D'abord parce qu'il y a des craintes de cybersécurité. Il y a un pas qui est relativement important. Et finalement, ce qu'il attend, l'industriel, c'est déjà des choses simples. Donc, on a essayé de structurer 6 cas d'usage qui intéressent l'industriel au niveau de la donnée. Qualité produit, MES, ordonnancement de la production, maintenance prédictive, maîtrise de la production sur l'ensemble de l'usine, etc., etc. Et là, on a essayé de fournir derrière l'automate, tranquillement, on prend tout le monde à ses automates, quelle que soit la marque. Derrière l'automate, on met une petite plateforme Edge
on connecte, on avait dit, c'est du click and connect, et ben on peut tout connecter, y compris des machines qui sont offline. Dans ces cas-là, on met des capteurs sur le châssis, sur les moteurs, on capte la donnée, on la récupère et on utilise l'analyse vibratoire, on utilise la température, on utilise la tension au niveau d'un moteur, et on peut vraiment avoir le bilan santé de cette machine, même si elle est offline. En gros, pour pas grand-chose, pour un petit package qu'on a défini avec la BPI, d'ailleurs, pas uniquement pour Siemens, mais pour les acteurs de l'IoT, à 10 000 €, connectivité, formation, hardware, software, la capacité déjà de mettre un pôle de capture de données, d'analyse de données. Et c'est super intéressant parce que automatiquement, les équipes dans les usines, ceux qui s'intéressent à ça, se mettent autour. Naturellement, il y a une compétence qui se crée autour de ce pôle. Et très vite, au bout de 2 mois, que nous demande l'industriel? Il nous demande d'aller beaucoup plus loin sur l'outil, voire il nous demande d'aller sur un diagnostic digital et après sur une roadmap de monter en puissance 4.0. On reparlera des compétences tout à l'heure, mais je te rejoins parfaitement. Par définition, dans les usines, il y a plein d'ingénieurs et il n'y a rien de plus curieux qu'un ingénieur, il n'y a rien de plus geek qu'un ingénieur. Donc, la montée en compétences peut très, très vite se faire. Et on réconcilie l'OT et l'IT qui, des fois, sont vraiment deux structures différentes sur un site de production, voire sur des greenfields où c'est encore plus simple, typiquement sur les sneakers ASF 4.0 ou sur la nourriture à base d'insectes, la société Insect. On trouve une nouvelle catégorie, une nouvelle profession que j'adore, qui sont les directeurs informatiques IT OT. D'accord. OK. Et là, tu fais la transition parfaite, à croire qu'on a préparé la chose ensemble. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez Siemens à ce point de vue assez unique de à la fois fabricant de 4.0 et utilisateur de 4.0. Tu m'as parlé d'ASF que j'ai trouvé un exemple absolument génial. Et je pense que ça pourrait être intéressant de le partager. Puis après, tu pourrais aussi nous parler de votre usine d'Agno et la façon dont vous transformez cette usine. Parce que les deux sont quand même très, très intéressants. Avec plaisir. En fait, nous, notre logique, c'est de dire tout est relocalisable. Tout peut être produit en France, soit sur un site existant qu'on peut moderniser grâce au 4.0, grâce à des machines récentes, ou sur un greenfield, c'est d'autant plus simple. Alors, on a démarré en 2018 sur quelques exemples assez sympas. Là, on parlait de 120 créations de sites de production. On est très présent sur une bonne majorité de ces sites. Et il y en a quelques-uns qu'on a démarré déjà en 2018. Je parlais d'Insect, mais ASF 4.0 est intéressant parce qu'eux, ils produisent des sneakers. Alors, produire des chaussures de sport en France, en 2018, il fallait être fou pour ne serait-ce que l'imaginer. Ouais, c'est sûr. C'était réservé à l'Asie. Derrière, qu'est-ce qui se passait? Il y avait la société Chamatex, qui est leader européen du textile intelligent, qui fabrique ses textiles en Ardèche, qui exportait ses textiles en Asie. Pardon. Derrière, en Asie, fabrication des chaussures de sport, et on réimportait des millions de paires assez semblables, hein. Customisation, n'en parlons pas, personnalisation encore moins, par container. Alors là, allons-y le bilan carbone, allons-y le coût du container qui a doublé. Il fallait effectivement un certain temps avant que ces chaussures reviennent en Europe. Donc, on se dit, on va démarrer déjà avec quelques marques, dont la marque Salomon, mais aussi le groupe Millet, Babolat. Et donc, on s'est dit, on va essayer déjà sur les chaussures de haut niveau technologique, de les produire en France, non pas en millions d'exemplaires, mais déjà en dizaines de milliers d'exemplaires, voire être en mesure de sortir un modèle unique qui peut être customisé ou personnalisé par le consommateur directement sur le site de Salomon en e-business et directement intégré dans la ligne de production. Et on s'est dit, on va démarrer par une usine pas chère. Pas chère, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on va faire une usine pour 10 millions d'euros. Dans le champ d'en face, il y avait les textiles intelligents. Derrière, il y avait un champ. On s'est installé sur le champ qui était derrière. On a d'abord fait une usine en virtuel, mais pour nous, l'usine virtuelle, c'est la réalité, y compris sur le code automate.
On a essayé de faire quelque chose d'assez intéressant. Et aujourd'hui, l'usine elle est sortie de terre, on l'a inaugurée en septembre, on commence à produire. On est capable de produire 500 000 paires, on est déjà full. Et Ah, d'accord. on s'aperçoit que on peut être rentable. La personnalisation, ça fonctionne. On répond aux besoins des marques. Alors, l'ennui, c'est… Et surtout, on peut aller plus loin. Et derrière tous ces tests de nouvelles usines, de relocalisation de produits, on est en train de penser Gigafactory. Gigafactory de D'accord. batterie, c'est parti avec ACC. Là, on se dit, allez, on va faire une Gigafactory de sneakers et on va parler non plus de dizaines de milliers de paires, mais de millions. Et là, c'est fini, on ne va plus les produire en Asie, on va les produire en France, les sneakers. Derrière, sur la partie insectes, on est en train de travailler la première usine du côté d'Amiens. Elle est en train de se mettre en place. À un moment donné, quand on voit le besoin au niveau alimentaire, au niveau protéines, et ce que peuvent apporter les insectes. Alors là, c'est marrant parce qu'on produit, la production est vivante, hein, c'est des insectes. Donc, on est sur un mode de production un peu bizarre. Mais effectivement, déjà, on est en train de se dire, est-ce qu'on ne peut pas créer une deuxième, une troisième usine en Europe, plus grande, plus performante? Et en fait, tous les nouveaux exemples qu'on a fait en 4.0 en Greenfield, d'office, sont déjà en train de partir vers quelque chose de plus grand. Donc, ça marche, ouais. Ouais, on en profite pour faire un petit coup à Jean-Gabriel Levon de OneSect, on adore ce qu'ils font. Et, Ouais. ils sont très très forts. Et ce qui est intéressant, c'est que l'industrie française de la protéine est en train de rapatrier pas mal de choses plutôt que d'aller chercher des huiles ou du soja au Brésil et de déforester. Là, on est en train de faire des trucs vraiment sympas. Donc ça, c'est comment vous aider alors des startups comme WineSect ou des sociétés qui veulent se transformer comme ASF 4.0. Et vous-même, alors, et Siemens, comment Siemens se transforme? Très vite. Oui, Tous les j'imagine. jours, on se transforme. Vous utilisez vos propres solutions, vous testez vos propres solutions sur vous-même? Oui, j'ai la chance en France d'avoir une usine d'instrumentation du côté d'Agno, dans l'est de la France, pas loin de la Ouais, frontière allemande. Alors, c'est vrai que c'est super intéressant. Alors, c'est une usine d'instrumentation, donc il y a aussi beaucoup d'opérations manuelles. ouais, Ça n'est pas l'usine full automatisée comme on peut le voir pour fabriquer un automate ou pour fabriquer un drive. Et effectivement, on teste absolument toutes nos solutions dans nos usines qui deviennent nos showrooms tout simplement. Alors, on y a intégré pour les personnes qui sont dans l'Est de la France un showroom très intéressant où on est en immersion, où on est en relais aussi avec notre Digital Experience Center qui est basé à Saclay, dans les locaux du CEA. ouais. Le CEA est une pépite en France. Je parlais de la BPI qui est incroyable, mais alors le CEA, là, j'ai vu les étoiles quand je les ai rencontrés il y a quelques années. Du coup, j'ai décidé de mettre mon Digital Experience Center au sein du CEA. Et en fait, la grosse transformation qu'on a eue chez nous, c'est surtout de se dire, on ne sait pas tout faire nous-mêmes. Donc, on a besoin d'un écosystème. Euh, Déjà, au niveau du traitement de la donnée, on a des startups incroyables en France. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a investi, par exemple, dans une startup qui s'appelle BrainCube il y a 5-6 ans. Maintenant, c'est Ouais. une startup. Hein, C'est déjà la belle boîte, hein, tout c'est à déjà fait. la très belle boîte, mais c'est des experts de l'IA dans l'industrie qui sont absolument incroyables. Ouais. Euh, Eh bien, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a porté leur solution, ils ont porté leur solution sur nos solutions cloud dédiées à l'industrie. Ils ont porté leur solution sur nos solutions Edge. Ils ont packagé leur solution, qui était une solution assez grande, en petits modules qui rentrent dans ces packages à 10 000 € qu'on avait définis avec la BPI. Mais on a aussi des startups comme D-Analyse, qui sont des startups d'analyse vibratoire. On en parlait tout à l'heure, on parlait des presses. Typiquement, sur une presse, si on veut avoir des pièces de meilleure qualité, si on veut avoir une meilleure longévité de la presse, l'analyse vibratoire est super intéressante. Et à la sortie de la presse, si on veut tester la qualité de la pièce, eh bien, avoir des caméras haute résolution d'intelligence artificielle, surtout dans l'automobile, sur des pièces de type porte, aile de voiture, eh bien, la même chose, on a une startup qui s'appelle 3D qui est un spin-off du CEA, qui sont absolument incroyables. Et ce qu'on essaie, c'est de constituer un écosystème qui va amener
à l'industriel l'ensemble des besoins dont il a besoin, en partant du capteur, en allant jusqu'à l'IT et en intégrant des experts du logiciel, des intégrateurs logiciels, des intégrateurs 4.0 aussi, des boîtes comme Alten par exemple, sont des partenaires formidables, qui sont des intégrateurs que j'appelle des intégrateurs 4.0, c'est-à-dire qui maîtrisent l'OT parfaitement, qui maîtrisent l'IT parfaitement, l'automatisme, la donnée, et ça c'est absolument formidable, le jumeau numérique, le virtual commissioning. Et puis, bien sûr, effectivement, des opérateurs de 5G comme Orange ou Bouygues, parce que ça, c'est le beau challenge des 2-3 prochaines années. Donc, l'écosystème, et c'est comme ça d'ailleurs sur Global Industries qu'on structure notre stand. Finalement, la moitié du stand, c'est du Siemens, et l'autre moitié, c'est l'écosystème. D'accord. Donc, en effet, je vois très bien comment vous fonctionnez. Et parce que bon, on a beaucoup parlé machine, on a un peu parlé données. On n'a pas parlé des hommes encore. Alors des hommes avec un grand H. On les met où? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on rentre dans la vision de de l'usine sans opérateur? Comment on les fait passer au 4.0? Comment on fait ça? Alors déjà, on tue les mauvaises idées. L'industrie, l'automatisation et le 4.0 ne détruisent pas de l'emploi. Ils créent de l'emploi par la relocalisation, par le maintien de l'industrie en France. L'arrivée d'un robot, effectivement, peut supprimer en direct des emplois, mais génère indirectement une dizaine d'emplois. Donc, à un moment donné, si on ne se modernise pas, on crève. Ça, c'est simple. Et alors là, le bilan, on le connaît. On est passé de 18 à 12% du PIB et on a perdu pas loin de 700-800 000 emplois dans l'industrie. Ouais. Il faut bien voir que l'industrie, 12,5%, on a stabilisé à 12,5%. Enfin, on remonte presque à 13%. Mais il y a les services, 25%. Un quart du PIB, c'est l'industrie. Donc, c'est le challenge de l'emploi. L'industrie est le challenge de l'emploi. Et effectivement, la formation est quelque chose de majeur. Donc, chez nous, on forme. On forme, on forme, on forme. D'accord. On est des obsédés de la formation en ligne, en présentiel, sur du réel, sur du virtuel. On a aussi racheté une start-up fabuleuse qui s'appelle Visendo, qui est dans le nord de l'Europe et qui permet de fournir de mettre en place des formations chez nos clients. Typiquement, c'est ce qu'on est en train de tester sur Agno, notre usine d'Agno. On a une machine un peu complexe. Par moment, effectivement, il y a des mouvements, il y a des vacances, il y a des congés, il y a des remplacements. On doit faire appel à un autre salarié qui est sur un autre poste ou un intérimaire. Eh bien, ça permet de virtualiser le poste de travail. Alors, ça tombe bien parce que souvent, la machine est déjà virtualisée. Donc, on récupère le jumeau numérique, on récupère le virtual commissioning. Et derrière, on met en place tout un protocole de formation. Et donc, l'outil est vraiment structuré pour mettre en place le protocole de formation pour que la personne, quand elle arrive, soit déjà formée et soit tout à fait opérationnelle. Ou quand c'est un intérimaire, qu'on ait pu le valider quant à sa compétence. D'accord. Là, tu as ouvert la boîte de Pandore et je vois qu'il y a une question autour de justement des compétences. Est-ce qu'il y a des compétences qui sont plus difficiles à trouver que d'autres pour bien effectuer cette transformation? Alors, ce qu'on essaie surtout, c'est déjà de faire monter les opérateurs en 4.0. C'est pour ça qu'on a fait ce Wikipédia Ouais. du 4.0, le Chavo Gimelec. Ouais, qui est très bien fait. Je le recommande, vraiment très bien fait. Je suis un opérateur sur une machine-outil, je veux je veux digitaliser ma pièce, je veux utiliser le virtual commissioning, comment je l'utilise. Donc, on a essayé de faire en sorte que l'utilisation soit simple par un opérateur classique. Mais effectivement, s'il veut aller plus loin, effectivement, il peut aller voir sur son poste de travail quels sont les fournisseurs qui peuvent lui amener des solutions, quel type de solution, et derrière, quel type de formation il peut trouver pour aller un peu plus loin, soit en freeware, soit sur les réseaux, soit en présentiel. Et on est en train d'essayer d'aller plus loin dans cette étape. Mais oui, après, effectivement, le DSI IT OT, ça, c'est une belle compétence. C'est des compétences à aller chasser.
Et donc, il faut l'attractivité des métiers, il faut que l'industrie fasse rêver un peu nos étudiants pour qu'ils aient envie de Ouais, venir dans l'industrie. ouais. Et du coup, j'ai Alexandre qui me pose la question. Euh, les résultats de ces politiques de formation, est-ce que ça a été efficace? Est-ce que tu formes tout le monde, c'est-à-dire l'opérateur, le superviseur, le manager, le directeur? Est-ce que tu formes toutes les strates, une partie des strates? Comment vous gérez aussi l'électronisme, le fait qu'il y a des générations qui sont parfois un peu dépassées avec les aspects digitaux. Comment vous faites? Alors, je pense qu'effectivement, l'IA est peut-être quelque chose de complexe, mais ça doit être simple à utiliser. Donc, tout Ouais. le monde doit pouvoir utiliser des applicatifs qui tournent sur du Edge de manière simple. Comme on utilise un smartphone, finalement, ça, c'est bourré d'IA. Eh bien, on doit faire la même chose dans l'industrie et on doit rendre la data, l'IA, simple à utiliser. Après, effectivement, il faut faire monter les opérateurs. Donc, nous, on a mis en place déjà toutes nos formations, mais on veut les diffuser, d'où l'intérêt du Gmelec, pour que ça diffuse beaucoup plus. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est une formation destinée aux managers euh, pour les aider à se projeter dans leur transformation digitale. Donc là, on fait intervenir, c'est pas que du Siemens, encore une fois, c'est notre écosystème qui intervient. En particulier, on peut retrouver des experts du CEA et on fait des experts en cybersécurité, mais on essaie de donner aux managers tous les leviers pour l'inciter à basculer dans sa transformation digitale et également lui permettre de déboucher sur déjà quelques indices financiers, parce qu'à un moment donné, on est là pour gagner de l'argent. D'accord. Et j'ai une question d'Alexandre Meuf, que je salue, qui nous demande est-ce que l'arrivée du 4.0 chez Siemens implique des changements de mode de management? Est-ce que vous avez changé la façon de gérer les gens? Alors, ça a été assez compliqué, je le reconnais, c'est-à-dire que nous, on a démarré en 2007, le Avant même que le gouvernement allemand lance le programme Industrie 4.0, donc vraiment très, 4.0. très early, quoi. Ouais. Et ça a démarré par des acquisitions. Et la première acquisition qu'on a fait, c'est la société UGS, qui était leader mondial dans le PLM, basée aux US. Ouais. Et donc, on a déporté une partie de notre siège social aux US. Donc, le siège social de la partie software est aux US. Le siège social de Siemens Industry, de Digital Industry, est en Allemagne. D'accord. Euh, ça a été le premier gros changement, le premier pas dans le 4.0, ça a été de l'acquisition. Après, effectivement, on a investi 15 milliards dans la R&D de nos produits traditionnels pour arriver à faire ce lien vers les acquisitions software. Et on a dépensé quasiment autant dans les acquisitions depuis. Et toute la logique pour nous, ça a été de faire une continuité numérique. Typiquement, moi, ce qui nous intéresse, c'est, je vais reprendre l'exemple d'ASF 4.0. Salomon a un site web sur lequel il vend ses chaussures. C'est Ouais. destiné à des ultra spécialistes. Il y en a un autour de la table. Et sa chaussure, elle est vraiment personnalisée. C'est vraiment quelque chose de très pointu. Effectivement, on part du jumeau numérique de la chaussure. Euh, Derrière, on est capable d'intégrer ça dans l'ordonnancement de la production. On est capable de flexibiliser la production pour pouvoir produire ça. Et derrière, on est capable de capter les données de tout ce qu'on a fait pour reboucler et passer dans un cercle vertueux et dans une amélioration constante. Et en fait, c'est toute cette continuité numérique qui va du produit à la ligne de production, au delivery et chez le client et au SAV, avec le rebouclage qui fait qu'on a une performance. Et effectivement, ça c'est passé par des acquisitions, c'est passé par des formations de nos équipes qui sont montées petit à petit pour faire le lien avec la partie software et par la mise en place de cet écosystème parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des pépites comme BrainCube qui ne sont pas prêtes à se vendre, mais qui sont prêtes à ouvrir le capital ou qui sont prêtes à ne pas ouvrir le capital, mais à venir sur nos outils.
s'intégrer dans notre architecture. Et puis nous, on arrive soit en prenant le lead sur la solution digitale après avoir fait le diagnostic, soit on se met derrière un partenaire. Je parlais d'Alten par exemple, qui est un partenaire incroyable. Et là, on lui amène les technologies, software, hardware, et tout notre écosystème, parce que l'écosystème doit travailler ensemble. Ouais. Alors, il y a pas mal de... Ouais, alors, il y a pas mal de geeks dans la communauté, mais il y a aussi quelques nerds. Et il y en a un particulièrement qui s'appelle Renan et qui a une question très pointue à te poser. C'est pour toi, quelle est l'architecture cible données système selon Siemens? Quelle doit être l'architecture cible? Alors, je t'ai dit, c'est un nerd. Je t'avais prévenu. J'adore ce genre de questions. Je vais lui répondre que j'en sais rien. T'en sais rien? Bon, d'accord. En fait, on n'a pas d'architecture cible. Si bizarre que ça paraisse, ce qu'il faut, c'est partir de l'existant. Et en fonction, c'est pour ça que souvent, on part souvent, alors quand on va sur un greenfield, là, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Mais quand on part sur un site existant, on met déjà une petite plateforme Edge derrière l'automate. Et moi, l'objectif, c'est déjà de connecter tout ce qui est sur le réseau OT et de faire l'interface avec l'IT pour pouvoir remonter à l'ordonnancement de production et au MES. Ça, c'est vraiment le point numéro 1. Et la connectivité est majeure, y compris de la connectivité de systèmes qui ne sont pas sur les réseaux. Après, effectivement, c'est pour ça qu'on parle de diagnostic digital. Si on veut aller beaucoup plus loin et se dire « je veux que mon usine devienne une usine 4.0 » et donc parler d'architecture, chez nous, ça passe par un diagnostic. Alors, ce n'est pas un diagnostic à 1 million ou même à 100 000 euros, c'est vraiment des trucs à quelques milliers d'euros. Mais on fait un diagnostic du site, qui est un site sous 3.0 dans la majorité des cas. Et derrière, on propose des solutions digitales qui vont s'intégrer dans l'architecture du site. Et donc, on s'adapte à chaque type d'architecture en passant bien souvent par ce diagnostic digital. Okay. Mais en fait, la logique, c'est déjà du edge derrière l'automate avec une ouverture vers l'IT. Une question, alors je vais te prendre un peu au dépourvu parce qu'on ne l'avait pas préparé celle-là, mais si tu devais me donner 2 startups aujourd'hui qui t'ont, alors non Siemens, pas, pour éviter la pub, mais 2 startups qui t'ont retourné le cerveau là, ces derniers mois. Tu as 2 noms en tête là, que tu trouves hyper sympa? Moi, j'adore DI Analyse. DI Analyse. DI Analyse. Ouais, ils sont super. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors, eux, c'est typiquement de l'intelligence artificielle sur l'analyse vibratoire adaptée à l'industrie. On a énormément sur les sites de production de machines 3.0, voire 2, quelque chose. Elles produisent. Elles peuvent produire encore plus. Elles peuvent tomber beaucoup moins en panne. À un moment donné, si on décide de les changer, il faut les changer sur des KPI objectifs. Ouais. Donc, dans ces cas-là, ils sont en mesure de faire le bilan santé de cette machine et de faire un monitoring en temps réel qui nous permet d'anticiper les pannes, qui nous permet… Ils font du prédictif? Ils font du prédictif, tout à fait, grâce à l'analyse vibratoire, mais pas que, au minimum avec l'analyse vibratoire, on va dire. Mais on peut également mettre des capteurs directement sur les moteurs. Là, on chope courant, tension, température, vibration. C'est super intéressant. Et d'un seul coup, c'est 1, 2, 3 machines dans l'atelier qui sont des fois le passage obligé, qui ont déjà 17 ans d'âge, qui tombent régulièrement en panne. On est capable d'éviter les pannes. On est capable de les rendre plus productives, d'améliorer par des modernisations à coût vachement ciblés le fonctionnement de ces machines, faire le lien avec le constructeur de machines parce qu'on est capable de segmenter les données. Alors là, on bascule sur le cloud avec des outils qu'on appelle MindSphere chez nous, qui sont compatibles avec tous les clouds du marché, on va dire. Mais qui permet finalement de donner des droits d'autorisation. Moi, je suis industriel, je veux avoir toutes mes données, je veux comparer mes différents sites. Dans ces cas-là, vers le cloud, je vais remonter que les données majeures.
ou spécifique, je souhaite faire remonter les données en temps réel qu'on s'est captées, par exemple, sur une machine-outil, sur une commande numérique. Celles-ci, on les laisse pied machine et on peut faire des analyses super intéressantes. Mais typiquement, sur la casse d'objets coupants sur les machines-outils, c'est des investissements énormes. En quelques minutes, on peut très bien diminuer la casse et la ramener presque à zéro au niveau des objets coupants, donc faire gagner des millions C'est impressionnant. à certains industriels. Ça, c'est ça le temps réel sur la captation de données au niveau de la commande numérique et du edge. Mais on peut aussi faire remonter un certain nombre de données, ce qui permettra à l'industriel qui a plusieurs sites de comparer ses sites. Bien sûr, de benchmarker, mais on peut aussi segmenter. On peut dire, voilà, ces données-là, moi, il y a un bout de données que je vais donner à ce constructeur de machines, je vais lui donner accès à ces données-là, et je vais lui acheter un service de maintenance prédictive. Et l'OM, ça, c'est la phase 2. On lui disait, tu passes de 3 en 4.0 sur tes machines, mais tu peux aussi créer une machine directement en 4.0 et intégrer toute cette partie data, services digitaux qui vont permettre à l'industriel d'être plus performant ou à l'intégrateur qui, lui, aura accès à d'autres types de données. Et c'est effectivement cette capacité de segmenter les données et de donner l'autorisation d'accès à tel ou tel constructeur de machines sur la ligne de production, tel intégrateur ou tel membre de l'équipe qui est très intéressant. OK. Et tu en as une deuxième à nous indiquer que tu aimes bien? Alors, moi, j'adore Tridimeo, le spin-off du CEA sur les caméras à haute résolution et l'analyse qualité-produit. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, alors de très pointu, C'est un du peu hardware, c'est cher. du hardware, c'est du hardware ou du software? C'est du hardware au niveau des caméras et c'est de l'IA derrière au niveau software. Donc, on retrouve l'IoT, le Edge, le cloud. Mais effectivement, sur du traitement d'images haute résolution, où là, ils ont un savoir-faire absolument incroyable. Super. Eh ben, écoute, tu fais la transition parfaite puisque j'ai Galem, qui est le deuxième nerd de la bande, qui me pose également une question qui est et qui fait lui, qui est le patron d'Automy, qui fait du computer vision avec du machine learning. Ouais, c'est bien. L'automate industriel classique est-il voué à disparaître compte tenu des avancées du edge computing? Ça Non, commence à devenir pointu, hein. non, non, non. Aujourd'hui, finalement, on en parlait, mais déjà, la productivité passe par des machines récentes, donc par un automatisme, une robotisation, des drives performants. Ça, c'est le basique. Et effectivement, la couche donnée va amener le plus, le virtual commissioning, le jumeau numérique, la continuité numérique, etc., etc. Néanmoins, il y a des moments intéressants. Là, en ce moment, il y a des pénuries de composants. Tout le monde Ouais. le sait. On a du mal à livrer. Tout le monde le sait. Eh bien, nous, nos automates, on les a, on a fait un jumeau numérique de l'automate. Donc, l'automate hardware qui existe chez nous, il existe aussi en software. Et il peut être récupéré en mode SaaS. Alors après, effectivement, qu'un industriel se dise « je fais confiance à un automate software en mode SaaS et j'oublie mon bon vieux hardware ça va prendre, à mon avis, une bonne dizaine d'années, voire plus. Et OK. on va voir effectivement la cohabitation des deux et OK. effectivement une intelligence qui va se déporter vers la périphérie. Alors, j'ai une question de Thibaut, mais je ne suis pas sûr de la comprendre. Ce n'est pas toujours évident en tapant. Au même titre que la captation de données machines, sur des opérations nécessitant l'intervention d'un opérateur, parvenez-vous à capter sa donnée de manière digitale? Contrôle qualité, OK démarrage, etc. Oui, ben, clairement, l'homme dans l'industrie est important, que ce soit au niveau du poste de travail. Donc, on a parlé des formations, mais aussi la pénibilité au poste du travail et également au niveau des interventions de maintenance. Donc, derrière, ben, on a effectivement toute une logique d'intervention pour être beaucoup plus pertinent sur une intervention bien évidemment, avec l'accès aux données, l'accès aux documentations, la reconnaissance des produits auxquels il est confronté en face de lui. Euh,
il y a tout un environnement qui intègre pleinement l'opérateur ou la personne de maintenance pour qu'elle ait finalement tout ce qui lui permet de faire son travail au mieux. Écoute, Vincent, on arrive au terme de cet entretien. J'ai juste une dernière question pour toi. Euh, c'est, est-ce que est-ce que tu aurais quelque chose à te dire à un ou une jeune ingénieure qui se pose la question entre rejoindre l'industrie ou rejoindre une banque, une salle de marché ou même un cabinet de conseil ou conseil en stratégie? McKinsey, coucou. Est-ce que tu as quelque chose, est-ce que tu aurais quelque chose à lui dire pour lui dire à quel point l'aventure est formidable? Ah, j'adore cette question, tu le sais bien. Ouais. Et c'est vrai que l'industrie va se développer en attirant les talents, les jeunes talents. Et on a tout un travail, c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs au Gimelec, mais aussi chez Siemens, euh, où il faut que l'industrie devienne quelque chose d'attractif. En Allemagne, clairement, la foire de Hanovre, SPS, c'est des salons qui sont des vitrines, qui attirent les jeunes, qui attirent les médias, qui attirent les politiques. Clairement, aux 20 heures en Allemagne, à chaque fois, il y a une success story sur un industriel. C'est formidable. On commence petit à petit à le voir dans les médias français, et ça, c'est bien. Et ça fait plaisir parce qu'il y a encore 5 ans, on expliquait que l'industrie en France était morte et qu'il fallait plus investir dedans, il fallait investir dans les services. Et les médias sont le premier niveau pour séduire les jeunes. Ça, c'est la première des choses. Après, c'est à nous de faire le boulot pour leur dire l'industrie, c'est vachement sexy. Et c'est vrai, mais qu'est-ce qu'ils vont s'embêter dans les banques ou dans les assurances à traiter de la donnée austère? Nous, il y a tout. Il y a du jumeau numérique, il y a du virtual commissioning, il y a de l'IA, il y a de la data, il y a de la connectivité. Puis on voit en plus le résultat en réel. C'est-à-dire que ce qu'on fait, Ouais. c'est concret derrière. Il y a toute une démarche également qui est super intéressante de sustainability sur l'industrie et qu'on arrête de casser. Il faut casser cette image d'industriel qui pollue avec de la fumée, de la graisse, c'est sale, ça pue. Voilà, non, c'est plus ça l'industrie aujourd'hui. L'industrie est respectueuse de l'environnement. On a encore des progrès à faire. Mais dans le manufacturier, une usine, c'est totalement propre. Ça peut même être au centre d'une ville. Ça peut être dans un container en black plant, comme tu l'évoquais, derrière un shopping mall, pour produire directement sur le parking. On peut aller jusque-là, quoi. Donc, je pense qu'il y a 2 axes d'attractivité. Bien évidemment, l'écologie. Et ça, c'est un thème qu'on a pris à bras-le-corps. Le bilan carbone qu'on peut définir au niveau produit. On a des logiciels qui permettent à l'industriel d'évaluer le niveau carbone pour la production de tel ou tel produit. Mais il y a énormément d'outils aujourd'hui qui permettent à l'industrie d'attirer les jeunes. Et le 4.0 est un aimant maintenant. Il faut le communiquer, il faut le faire savoir, il faut leur donner envie de venir. Ouais, bah, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Vincent. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces éléments. J'ai trouvé ça absolument passionnant. On sent que tu vis ça avec ton cœur et tes tripes, et je pense que tous les membres y ont été extrêmement sensibles. Je vais te laisser retourner transformer les usines françaises. On a assez pris de ton temps. On les accompagne, c'est tout. Hein. Le prochain webinaire, ça sera le 25 mai avec ArcelorMittal. Si vous avez aimé ce webinaire, si vous avez aimé les interactions avec des industriels, n'hésitez pas à nous rejoindre sur industrie.org parce que vous y retrouverez des gens comme Vincent et bien d'autres pour faire de la veille techno, discuter d'actualité, de sujets d'actualité. Vous y trouverez des formations gratuites, etc. Donc, industrie.org, vous pourrez nous y trouver. Puis, surtout, la grande nouvelle, c'est que si vous passez à Global Industrie du 17 au 20 mai prochain, vous aurez un grand stand Industrie avec dessus plein de startups 4.0 qui seront ravis de vous recevoir, de vous accueillir et de vous présenter ce qu'ils sont capables de faire. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end de Pâques et à très vite sur industrie.org. À très bientôt.